Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24 à la une de l'actualité. Des actes de vandalisme bientôt punis au Zimbabwe. Une loi devrait être votée pour une peine de 30 ans de prison pour les installations des actes de vandalisme sur les biens publics, en particulier les installations électriques. Des intempéries meurtrières depuis le mois de septembre 2019 partout en Afrique. Ces catastrophes naturelles touchent particulièrement les populations rurales, causant des dégâts matériels et plusieurs pertes en vie humaine. Et enfin, au Nigeria, place à la réduction des gaz néfastes et la contribution à la production du gaz à base de méthanol. Un nouveau pas pour le pays pour réduire son empreinte carbone et participer au développement durable. Mais tout d'abord, dans l'actualité, le paludisme gagne du terrain au Burundi. Une situation de plus en plus inquiétante pour l'Organisation mondiale de la santé qui a décelé sur l'année 2019 près de 7 millions de cas de paludisme avec 2700 pertes en vie humaine, soit une augmentation de 64% des cas par rapport à l'année 2018. Les autorités burundaises imputent cette multiplication des cas au manque de moustiquaires imprégnés avec une pénurie de médicaments et le changement climatique qui favorise le réchauffement de la température et entraîne une explosion du chiffre des moustiques dans le pays. Pour lutter contre cette flambée du paludisme, le gouvernement burundais a lancé une commande de stock de médicaments et une campagne de démoustication. Des actes de vandalisme sur les installations électriques sont de plus en plus récurrentes au Zimbabwe. Les autorités locales veulent dorénavant sanctionner ces actes de vandalisme qui portent préjudice notamment à l'économie du pays. Les acteurs de ces destructions de biens publics pourront écoper d'une peine allant jusqu'à 30 années si la proposition de loi soumise au Parlement est adoptée. Les précisions de Victoria Sedji. 30 ans, c'est la peine que pourrait risquer toute personne au Zimbabwe s'adonnant à des actes de vandalisme sur les installations électriques. Selon l'entreprise nationale de distribution de l'électricité, les attaques sur les transformateurs génèrent plus de 40 millions de dollars de pertes, alors que le déficit national en énergie estimé à 2100 MW oblige le Zimbabwe à importer par mois jusqu'à 14 millions de dollars d'électricité. J'ai fait une proposition au gouvernement qui la transmettra au Parlement. Nous avons besoin d'une législation permettant de condamner ceux qui endommagent et qui volent les infrastructures de la ZESA à 30 ans de prison. Principalement affecté, le ministère de l'Énergie espère à travers cette mesure venir à bout de cette situation handicapante. Les actes de sabotage mettent en péril les efforts pour sortir le Zimbabwe de l'obscurité. Moins de 40% de la population est raccordée au réseau électrique national. À mon sens, c'est la deuxième phase. Une première phase a eu lieu. On a prévenu les gens. Le code civil est là pour ça. Vous savez très bien que dans un environnement, les gens ne sont pas très éduqués. Il y a ce que nous appelons souvent la théorie des 2 P. C'est-à-dire, quand vous ne touchez pas à la poche, il faut toucher à la peau. Même les défenseurs des droits de l'homme, dans l'obscurité, ils n'auraient rien à dire. Sans électricité, tout est à l'arrêt. En zone rurale, les défis sont plus énormes car près de 80% de personnes sont encore plongées dans le noir. 42,5 millions de dollars sont nécessaires selon l'exécutif pour mettre fin au délestage. Toujours dans l'actualité, en Ouganda, le bras de fer se poursuit entre les autorités et les étudiants de l'université Makerere, en grève depuis le 21 octobre pour protester contre une hausse des droits de scolarité. Les étudiants ont vu leur rassemblement pour une assemblée générale dispersée par la police. L'une des plus anciennes universités du continent africain a connu une augmentation des droits de scolarité avec une hausse annuelle de 15% sur les 5 prochaines années, ce que les étudiants refusent. 9 d'entre eux ont été suspendus et 26 autres ont reçu un avertissement par l'administration de l'université. La ministre de l'Éducation, Janet Museveni, par ailleurs première dame de l'Ouganda, a affirmé que les étudiants étaient sous l'influence de l'opposition politique, ce qu'ils contestent fermement.
Au Niger, le conseil d'administration de la compagnie minière d'Akuta a fixé à travers un communiqué de ce mercredi 30 octobre la date d'arrêt de la production d'uranium sur le site d'Arlit au 31 mars 2021. Une décision qui s'explique par la baisse des prix de l'uranium sur le marché ainsi que les coûts d'exploitation notamment de plus en plus élevés. Ce contexte a mené le gouvernement nigérien à multiplier les initiatives visant à repousser les délais de cessation des activités minières du site. Un sujet d'Aïssatou Bari. Au Niger, le groupe français Orano, ex-Areva, prévoit l'arrêt de la production d'uranium de sa compagnie minière d'Akuta, Cominac, au 31 mars 2021, qu'il exploite depuis 1978. Cette décision est consécutive à la grande crise qui secoue depuis quelques années la structure. En 2018, la Cominac a clos son exercice sur une perte nette de 25,9 millions d'euros. Les réserves s'épuisent et deviennent très chères à exploiter, surtout avec des conditions des prix de l'uranium très bas. Le prix spot évolue actuellement dans une fourchette de 35 à 36 000 francs CFA, alors que les coûts de production de la Cominac tournent autour de 49 et 50 000 francs CFA. Pour assurer la viabilité de ces deux filiales, Orano avait pris en 2017 des mesures d'économie drastiques avec à la clé plusieurs centaines de licenciements et des baisses progressives de production. En 2018, seul un relèvement des prix de l'uranium de 40 000 francs CFA à 45 000 francs CFA avait permis à la compagnie d'échapper à la fermeture. L'État ne s'est pas prononcé par rapport à cette décision du conseil d'administration. À ce qui nous concerne, nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons poursuivre pour montrer à l'opinion nationale et internationale que les conséquences sont énormes. Et aussi la population de la ville d'Arlit et celle d'Agadez. Pour nous, donc, maintenant, c'est le Niger tout entier qui peut s'agenouiller par rapport à cette situation-là. Suite à cette décision, des milliers de personnes risquent de se retrouver sans emploi. Selon les autorités, un plan d'accompagnement revu avec les partenaires sociaux sera mis en place pour chaque salarié, incluant des mesures complémentaires au dispositif légal et notamment des propositions de reclassement dans d'autres entreprises, des dispositions qui ont du mal à rassurer. La régulation des fintech préoccupe les acteurs du système financier africain. Réunis à l'occasion d'une conférence organisée par la BCEAO et la Banque mondiale, ils ont abouti à la décision de trouver des issues pour venir à bout du manque de régulation des fintech. Un sujet d'Ange Bijou Noménio. Les fintech africaines ont besoin d'un meilleur système de réglementation. Malgré leur fort taux de présence qui s'est matérialisé par 320 millions de dollars de fonds levés, elles ont du mal à se faire accompagner par les banques traditionnelles. Les raisons sont généralement dues à un manque de confiance et à une concurrence déloyale avec ces mêmes banques traditionnelles. Ceux qui sont chargés de la régulation ne connaissent pas souvent nos produits et vous devez expliquer, ils ont tendance à faire une lecture avec des lois qui existent, mais qui ne cadrent pas avec les innovations que nous leur apportons. Le premier niveau, c'est la régulation. Le deuxième niveau, il se fait au niveau financier. Parce que lorsque tu vas vouloir faire connaître une solution, il faudrait communiquer. Et là encore, il y a un manque de financement qui se pose. Et le troisième niveau, c'est la formation. La question de régulation a justement fait l'objet d'une conférence organisée par la Banque mondiale et la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Cette conférence, tenue à Dakar, dans les locaux de la dite institution, avait pour objectif principal de créer un cadre d'échange sur la régulation et la supervision des fintech. Alors je tiens à préciser d'abord qu'il n'y a pas un cadre réglementaire spécifique. L'un des objectifs de cette rencontre que nous organisons avec la Banque mondiale, c'est de pouvoir à terme proposer un cadre spécifique pour accompagner et promouvoir en fait cette innovation. En termes de défis, ce sera surtout de comprendre les technologies innovantes qui sont utilisées par ces fintechs-là pour justement offrir des produits et services de façon originale. Le secteur de la fintech en Afrique devrait peser 3 milliards de dollars en 2020 contre 200 millions actuellement. Dans le reste de l'actualité, au Cameroun, le glissement de terrain dans la ville de Bafoussam ce lundi 28 octobre a occasionné plusieurs pertes en vie humaine. Les recherches se sont intensifiées ce mercredi 30 octobre. Un bilan provisoire lourd avec 43 décès, dont 26 enfants. Les recherches, suspendues tard dans la nuit, devraient reprendre ce jeudi 31 octobre. Plusieurs officiels se sont rendus sur les lieux pour constater l'ampleur des dégâts.
Nigeria. Une réunion de crise s'est tenue avec les autorités locales pour évoquer des mesures de sécurité. C'est à Gouaché, un quartier niché sur une colline, que des dizaines d'habitations précaires ont totalement été emportées par les eaux de pluie. Sur place, les autorités locales n'avancent pas de chiffres. Impossible pour elles de dire combien de personnes sont encore portées disparues. Depuis mi-septembre 2019, certains pays africains font face à de graves catastrophes naturelles, des éboulements de terrain au cru des fleuves et rivières, en passant par des inondations causées par de fortes pluies torrentielles. Les intempéries créent d'importants dégâts matériels et des pertes en vie humaine. Plus de précisions dans ce reportage de Nelly Claude Ebessa. Certaines régions du continent africain ont durement fait face aux inondations. De Beledweyne au centre de la Somalie jusqu'à Bafoussam au Cameroun, en passant par Bangui, la capitale de la République centrafricaine, et une partie du nord-est du Nigeria, de vastes zones ont été submergées par la furie des eaux. Des terres agricoles englouties, des infrastructures et routes détruites, des éboulements de terrain, des milliers de personnes sans abri et des milliers d'autres ayant perdu la vie. Tel est le bilan que dressent ces catastrophes naturelles dans ces zones sinistrées. Il faut qu'il y ait l'application des lois et règlements autour des occupations du sol. Il y a aussi de la sensibilisation à faire au niveau des citoyens par rapport à des actes et des gestes, je dirais, civiques. Aujourd'hui, il est grand temps que, d'un point de vue volontaire, les gens puissent quand même s'intéresser à la préservation de nos espaces naturels. Depuis mi-septembre 2019, des pluies diluviennes ont déplacé des dizaines de personnes dans la région de l'extrême ouest du Ghana. En Tunisie, les pluies torrentielles ont paralysé le 28 octobre toutes les voies d'accès de la capitale Tunis. En République centrafricaine, la crue des eaux a poussé le gouvernement à déclarer une urgence nationale. Lorsque les gens sont sinistrés, le rôle numéro 1, il revient à l'État, puisqu'il s'agit souvent de déplacer les personnes. Et puis, le déplacement doit s'accompagner d'indemnisation des personnes. Selon les experts, les torrents de pluie de cette période de l'année sont révélateurs des effets du changement climatique. Les gouvernements et autres partenaires des pays victimes de ces catastrophes naturelles ont coordonné leurs activités afin d'apporter une réponse humanitaire et atténuer les effets de plus en plus graves sur les populations. Afin de réduire les effets des émissions néfastes sur l'environnement, le gouvernement nigérian cherche à convertir l'énergie de l'émission gazière en méthanol. Cette substance pourrait permettre au pays de bénéficier à faible coût de plusieurs avantages avec son usage comme carburant automobile également. D'ici quelques mois, des efforts seront entrepris pour mettre en place une première installation de production de gaz méthanol. Un sujet d'Ange Bijoun-Domenio. Le gouvernement nigérien a approuvé la conversion du gaz naturel en méthanol pour relever les défis environnementaux du pays. La production de méthanol à partir de gaz est une voie prometteuse pour l'obtention de biocarburants. Le Nigeria veut donc capter le gaz issu du torchage pour produire le combustible qui sera ensuite utilisé dans plusieurs domaines de l'économie, notamment dans le transport et l'industrie. Dans le delta du Niger, le brûlage du gaz crée beaucoup de problèmes environnementaux. C'est une préoccupation majeure pour l'administration qui a décidé que ce gaz sera converti en méthanol qui peut remplacer le diesel pour les camions ou pour tout autre moyen de déplacement. Paradoxalement, le pays continue à brûler entre 40 et 60% de gaz associé, soit 23 milliards de mètres cubes chaque année, économiquement évalué à 2,5 milliards de dollars par an. Le torchage pompe plus de 400 millions de tonnes de carbone dans l'atmosphère chaque année. En 2004, le Nigeria a brûlé 23 milliards de mètres cubes de gaz, faisant de lui le deuxième responsable mondial du rejet de gaz. Nous devons savoir que le torchage va à l'encontre de toutes les initiatives qui visent la lutte efficace contre le réchauffement climatique. Et si ce gaz servait à produire seulement de l'électricité, c'est-à-dire on pourrait avoir pratiquement 750 milliards de kilowattheures. Et ceci représente une consommation supérieure à celle que le continent a besoin pour le moment. En mai 2019, le Nigeria a lancé le programme national de commercialisation du gaz destiné au torchage en vue d'attirer des investissements pour monétiser plus de 178 sites dans le pays. L'équivalent d'1 milliard de pieds cubes de gaz par jour pourrait être récupéré, dont les 2 tiers sont en onshore.
C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.